C'est toujours un bonheur de vous retrouver dans Débriefing chaque semaine sur Beyond Télévision. Nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Débriefing, émission d'opinion sur Beyond Télévision. Aujourd'hui, déjà 10 millions d'électeurs sur les 45 à 50 millions attendus par la commission électorale. Mes questions, les élections sont-elles possibles en décembre prochain ? L'échec de l'aboutissement de l'arrangement particulier, à qui incombe la responsabilité de cet échec? La médiation de la Cinco est-elle constitutionnelle? Et puis sur le web, un vrai faux curriculum vitae de Félix Tshisekedi fait le buzz à l'UDPS. On dénonce un montage grossier. Le signal de RFI, toujours coupé. À ma connaissance, depuis le 5 novembre, je parle de tout ça avec Jean-Marie Kassamba, qu'on ne présente plus, patron de Télé 50, Radio 50, président de l'UNPC Ville de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba, bonsoir. Bonsoir et meilleurs vœux. Bonne année, Mamina Massengo. Depuis le premier, on ne s'est pas vu. Absolument, notre dernière émission remonte à octobre dernier. Ça fait un moment. C'était quelques jours avant mon anniversaire. Absolument. Je me rappelle que on avait été les premiers à l'annoncer dans un programme ailleurs que Télé 50. Alors, les dessous des cartes, programme très critiqué pour son manque de partialité, pour son trop tiré sur l'opposition. Non, pas du tout. Écoutez, parfois même les gens de la majorité, lorsque j'avais à l'époque dénoncé les 50 millions de dettes au niveau de la ville de Kinshasa, on m'avait dit que c'était pas bien de le dire. Lorsque j'avais parlé de Foner, on m'avait dit que s'il fallait pas en parler. Non, moi j'ai fait un éditorial. Ça s'appelle éditorial, ça veut dire un point de vue, du coup qui peut être subjectif d'un journaliste sur une question. Et dans les cas d'espèce, je donne un certain nombre de références sur des sujets bien précis. Et parfois, ça peut choquer, ça peut intéresser, ça peut créer parfois des débats, mais l'éditorial, c'est fait pour ça. Mais je conseille aux gens qui suivent mes éditos de bien comprendre la lecture au premier, au deuxième et au troisième degré parfois. C'est-à-dire, nous évoquons des sujets majeurs avec une expression journalistique. Il n'y a que les professionnels qui comprennent la signification d'un éditorial. Alors on vous reproche votre suffisance, votre grosse tête comme meilleur entre tous. Vous en avez conscience? Ah non du tout, je n'ai pas cette prétention du tout. Je suis un simple Congolais, journaliste, professionnel de médias. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, depuis l'Europe. D'ailleurs, ça m'amuse un peu quand je lis parfois certaines histoires que les gens écrivent me concernant. Très modestement, je pense que mon père m'a mis au monde pour aller à l'école, que j'ai pu faire pendant plusieurs années, que ça soit chez nous, à Kabé-Kamanga, que ça soit à Bujimaï, que ça soit ici à Kinshasa ou en Europe. Ceux qui étaient avec moi sont encore en vie. Et certains sont à Paris, d'autres à Kinshasa. Mes amis d'enfance sont ici, ma famille en Europe ici. Et donc, si les gens ont des envies de connaître un peu ma petite vie, qu'ils voient ma famille, qu'ils voient mes amis, qu'ils aillent voir François Soudan, qu'ils aillent voir Bruno Mazur qui existe, qu'ils aillent voir Kassoumou Mayamba qui m'a pu apporter son aide lorsque je faisais mon 3e cycle au niveau de mon travail de fin d'études, etc. Non, nous sommes tout simplement au service de la population. Le travail que j'ai fait, Mamina Massengo, c'est depuis très longtemps. Lorsque j'écrivais dans Nouvelle Expression, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, sur la génération sacrifiée des Mobutu, j'étais encore étudiant à Rony-sous-Bois, dans cette cité universitaire. À l'époque, les gens disaient que j'osais beaucoup. Lorsque Ramazani Baya était ambassadeur de notre pays à Paris, je disais que les Congolais, les Aïrois de l'époque n'honoraient pas notre communauté. Et les gens me disaient que j'osais beaucoup. Lorsque je suis venu ici, je disais que les artistes et musiciens mentaient la population, qu'il fallait aller en Europe, surtout les jeunes gens. Les gens disaient que j'osais beaucoup. Lorsque je disais que Mobutu était le mal qui a complètement détruit
les substrats ou le reste qu'il peut y avoir dans ce qui est d'humain dans notre population. Les gens disaient que j'osais beaucoup. Lorsque j'ai parlé de la diaspora qui était venue ici la première fois avec nous et rendait mauvais service à notre communauté, les gens disaient que j'osais beaucoup. Je suis quelqu'un qui ose dire la vérité lorsque beaucoup ou certains mentent. Alors, pourquoi ils mentent? Et je vais juste parler de l'éditorial que j'ai fait dernièrement sur mon oncle, Étienne Tshisekedi, pour rappeler qu'il était souffrant en Europe. Il aurait fallu le laisser se faire soigner. C'est la nature. Oui, ça, on vous l'a reproché à l'UDPS. Laissez-moi vous dire. On va en parler dans un moment. Mamina Massengo, laissez-moi dire ceci. Ça m'offusque. S'il y a quelqu'un qui est touché dans son âme, j'ai le seul frère à moi qui s'appelle Richard Moukana. Pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'il est, il est à Paris depuis plus de 40 ans. Plus de 25 ans, membre éminent de l'IDPS, il est victime de son engagement dans l'IDPS. Moi-même ici, beaucoup de mes compatriotes, nous avions un idéal. Ce n'est pas cet idéal qui est défendu aujourd'hui par les marchands, par les gens qui cherchent à avoir ne serait-ce qu'un peu de per diem ou un peu de billets de banque. L'IDPS, c'est autre chose que ça. Alors j'avais demandé à l'époque qu'on laisse M. Étienne Tshisekedi se faire soigner. Beaucoup ont fait qu'il vienne ici, ils l'ont agité, ils l'ont beaucoup bousculé. Et vous avez vu que ça l'a encore affaibli davantage. Et j'ai rappelé qu'il est reparti pour encore faire le soin, pour faire les contrôles, pour qu'on voie sa santé. Si les gens ne veulent pas regarder les évidences, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Votre média a dit qu'il est reparti dans un avion médicalisé pour une urgence. Information démentie par son camp, qui a parlé d'un contrôle de routine. Ouais. Les événements, j'ai toujours dit, me donnent raison et me donneront raison. Moi, je ne souhaite que mon oncle soit en bonne santé, que tout aille bien pour lui. Tout ce que j'ai dit est que lorsque on apprête un appareil avec un médecin, avec de la famille proche, avec des précautions, etc., ça s'appelle avion spécial, n'est-ce pas? Vous avez dit médicalisé. Médicalisé. Vous avez dit médicalisé. Spécialisé, ça veut dire quoi? Sinon, il aurait pris SN Bruxelles, Air France, c'est plus court, c'est 7h30 pour arriver à Bruxelles, lorsqu'on fait plus long que ça, avec des escales. Quoi qu'il en soit, lors de ce vol, on l'a vu non pas allongé, mais assis, tranquille. Être en situation de faiblesse ne veut pas dire seulement dormir. Alors justement, on va pas entrer dans les détails. On vous reproche la désinformation autour de ce voyage. Oui. On vous reproche la désinformation autour de ce voyage. Ce n'est pas désinformation. Notre métier, malheureusement, c'est de donner l'information. Quand on la donne, souvent, on nous donne tort. Je vous donne 2 exemples. Lorsque j'ai annoncé que Roger Lumbala était au M23, on m'a dit que ce n'était pas vrai. Les événements m'ont donné raison. Lorsque j'avais dit qu'il y avait dans notre jeunesse des jeunes gens, Filimbi, Lucha, etc., qui étaient manipulés par certaines ambassades, les gens ont dit que ce n'était pas vrai. Lorsqu'on sort des photos et des images, on dit « Ah non, 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 ils ont droit, etc. » Non, il faut que, lorsque nous, journalistes, nous donnons l'information, nous avons des sources. Et beaucoup de sources. Leur source, c'est aussi l'UDPS qui a démenti. Non, moi j'ai protesté. Moi, je vis tous les jours avec les gens de l'UDPS. Peter Kazadi, par exemple, que j'ai eu avant de monter sur cette émission, continue à protester. Moi, je l'aime bien. Il dit que c'est faux. Je l'aime bien, Peter Kazadi. D'ailleurs, je lui avais demandé, au lieu d'écrire un pamphlet, il y avait beaucoup de coquilles d'ailleurs là-dedans, il aurait fallu, d'abord, j'ai parlé avec lui juste après, pour dire tout ce qu'il a pu écrire, ça n'a rien à voir. D'abord, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas mentir la population. Il ne faut pas. Est-ce que vous avez vu Attendez. Vous avez vu le carnet de santé d'Étienne Tshisekedi? Attendez, Mamina Massengo. Il ne faut pas utiliser un grand leader qui a fait son temps, qui a donné de son courage, de son savoir à cette nation comme épouvantail, comme étendard, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut respecter aussi la dignité de quelqu'un. D'accord. C'est très important. S'il vous plaît, quand je parlais des tireurs des ficelles, je souligne, les tireurs des ficelles, ce ne sont pas essentiellement des Congolais. Il y a souvent des étrangers qui profitent de quoi? De l'honneur, de la représentativité, du personnage important qu'est Étienne Tshisekedi pour parfois
tirer des bénéfices d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, je suis contre ça. Je veux qu'on puisse rendre hommage à Etienne Tshisekedi pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, au lieu que les gens en profitent pour leurs propres intérêts. C'est ça les tireurs de ficelle, et je continue à le dire. Les événements m'ont toujours raison, m'ont toujours donné raison, et ça me donnera encore raison, et vous verrez, dans le mois et années à venir, ça me donnera encore raison. Mais c'est pas le problème. Alors, avant d'entendre parler, s'il vous plaît, avant d'entendre parler, l'UDPS a menti en apportant ce démenti. Écoutez, moi je respecte bien tel ou tel document, c'est tant mieux, que si c'est le cas, pourquoi pas, mais attendons voir. Alors, il y a aussi, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais on prend ces autres reproches. Hein. Les gens ne savent pas faire la différence quand il s'agit de vous entre militantisme, propagande et journalisme. Bon, combien de fois je dois répondre à cette question, Mamina Massingo? Alors, ça fait partie des questions des internautes. Je suis un Congolais. Un Congolais. D'abord, j'ai autant de responsabilités, vous avez rappelé quelques-unes, mais ça n'enlève pas en moi le Congolais, citoyen, patriote, nationaliste, qui a défendu, lorsque Papa Wemba a été arrêté en France, en tant que journaliste, en tant que Congolais, qui a défendu lorsque Ramazan Ibaya avait fait un accident dans le sud de la France, qui avait défendu les sans-papiers en France, et qui continue à défendre ses compatriotes ici. Lorsqu'il y a des fausses sanctions, par exemple, qui sont aujourd'hui monnayées via certains lobbies, etc. Je suis contre ça. Lorsqu'il y a des intérêts mafieux qui sont contre notre pays, je défends ici. C'est pas du militantisme du tout. Regardez ce que font les Américains lorsqu'il s'agit d'intérêts des États-Unis. Trump a été élu sur base de quoi? American First. Aujourd'hui en France, regardez Benoît Hamon. Make American Great. Aussi, American First, il dit d'abord, il faut rendre à l'Amérique sa force, son leadership mondial, etc., avec tout ce qui vient d'être signé comme décret, etc. Donc, moi, je ne suis pas un militant propagandiste de première acabit, non, je suis un Congolais qui est conscient de toutes les injustices vis-à-vis de mon pays, de mon peuple. Depuis Patrice Emery Lumumba jusqu'à aujourd'hui, il y a des petits complots qui se concoctent contre mon pays. Je suis informé souvent sur certaines choses, je les dénonce. Ça, ce n'est pas apporter un soutien les yeux fermés au pouvoir à Joseph Kabila, qui est aussi un Congolais comme tant d'autres. Mais si, dans l'opposition, il y a des gens qui disent des choses sensées, je les défends. La preuve, Roger Lumbala est passé sur mes antennes il y a à peine 2 jours. Autant, lui-même, Kazadi, maître, mais il a passé le plus clair des temps. Il demande un débat télévisé avec vous. Je vais débattre avec lui. Vous serez prêt Mais écoutez, je risque parfois de corriger beaucoup des fautes de français et ça ne sera pas bien. Là, vous êtes suffisant, là. Je ne suis pas suffisant. Vous le prenez de haut. Hein. Non, je ne prends pas de haut. Je dis tout simplement que maître, que j'aime bien, il ne sait pas écrire, il a des problèmes d'écriture. Que j'ai laissé très souvent venir débattre dans une des émissions, d'ailleurs chez moi, intervenir à plusieurs reprises. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais je ne suis pas un militant politique pour faire un débat avec lui. Moi, je donne un point de vue, s'il en a un à donner. Il avait donné d'ailleurs un point de vue par écrit, qu'il a publié d'ailleurs sur Internet, croyant faire un buzz. Mais moi, je suis un citoyen qui s'exprime. S'il a envie de s'exprimer, il n'a qu'à s'exprimer, il n'y a pas de problème. Il est le bienvenu sur Télé 50, je lui avais dit la fois passée, pour se venir encore s'exprimer. Alors, parmi vos charges, il y a ce qu'on appelle la visibilité de la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo. Ok, ça veut dire que vous êtes conseiller du président de la République. Je peux donner des conseils à notre président, oui, ce n'est pas un secret pour personne, que j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour pour nos dirigeants. Et le premier de nos dirigeants, c'est Joseph Kabila, qui est un grand homme, qui fait beaucoup de choses pour notre pays, qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, qui continuera à le faire d'ailleurs. Et tout ce qu'il a fait pour notre pays mérite respect et considération et visibilité. Aujourd'hui, beaucoup qui se pavanent avec cette constitution, qui se pavanent avec ce drapeau, qui se pavanent avec les léopards, qui se pavanent avec cet homme des choses. S'il n'y avait pas le leadership de Joseph Kabila, il n'y aura pas eu tout ceci. Parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est la bérésina, ça ne fonctionne pas, et on n'a pas autant d'avancées. Et donc, dire ceci n'est pas être subjectif. Dire ceci, c'est dire seulement la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite pour ne pas assumer de la sympathie que j'ai pour telle ou telle personne.
de l'amour que j'ai pour telle personne. D'ailleurs, la plupart de ceux qui me disent, oui, j'aime K, il est pro-Kabila, il est pro-RDC, etc. Mais ils passent le plus clair de temps dans les couloirs. Moi, je les vois venir bénéficier des avantages, des prébendes, etc. J'en connais quelques-uns qui étaient gouverneurs, qui étaient ministres, qui étaient même garçons de course, et qui aujourd'hui semblent donner des leçons à X, Y. Non, ce n'est pas bien, Amina Massengo. Dans la vie, il faut assumer son parcours. Il faut être honnête avec soi-même. Certains ont été des envoyés spéciaux avec passeport diplomatique, frais d'émission et en même temps des ordres d'émission aux frais de la République. Au même temps, au même moment où ils étaient des opposants. Et j'ai des éléments par rapport à ça. Si les gens les veulent bien, on va les présenter à la population. Moi, je les veux bien. Ceux qui nous regardent les veulent bien. Il ne faut pas que les gens jouent les doubles jeux quand ça les arrange. Lorsque vous prenez des engagements au nom de la République, vous consommez de l'argent au nom de la République, vous ne dites rien, vous n'informez personne. Et du jour au lendemain, vous voulez vous présenter comme étant des gens propres, qui n'avaient rien à reprocher. Non, il faut être sincère avec soi-même. Alors c'est curieux, hein, vous n'êtes pas dans la suite du Premier ministre dans sa tournée euro-américaine. Mais je ne suis pas membre du gouvernement. C'est une autre époque? Non. D'abord, je n'ai jamais voyagé avec Matata Mpogno à l'extérieur du pays. Je n'ai jamais voyagé avec Bouzito, moins encore Gizenga. J'ai souvent accompagné notre chef de l'État en tant que responsable des médias, etc. Le Premier ministre, heureusement d'ailleurs, est parti sur invitation de la nouvelle administration pour des contacts utiles avec les partenaires. Ça démontre que la RDC est respectée. Et nonobstant ce qui se passe un peu ici à Kinshasa, les institutions fonctionnent. Et donc, moi, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses à notre Premier ministre, Sami Badibanga. J'avais envie de terminer cette question par cette question concernant donc les médias. Avant de parler du signal de RFI, est-ce que votre média survivra à l'alternance? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez alternance. Un média, moi, je n'ai pas créé Télé 50 par rapport aux échéances politiques ou par rapport aux dirigeants. Télé 50, c'est un média, comme il y a eu Fréquence Paris Pluriel qui continue, comme il y a eu 3A Télé Sud qui continue, comme il y a eu Radio France Internationale, les médias dans lesquels moi j'ai travaillé. Je suis aujourd'hui à Kinshasa, j'ai Télé 50, Radio 50, Espace 50 avec les digital. J'enseigne, là je sors de l'ISIPA où j'ai été enseigner mes étudiants. Je continue à vivre ma vie comme je l'ai toujours vécu. Vous savez, l'anecdote, à l'époque du maréchal Mobutu, si vous demandez à Jean-Claude Vemba, on était à Paris, il me disait « Ah, ton ami Ramazani Baya, toi tu es l'homme de Mobutu, quand Mobutu va partir, est-ce que tu vas continuer à être journaliste ?» Mobutu, ça fait 20 ans qu'il n'est plus là. Non, moi je pense qu'on doit être sincère. Cette culture d'invective, cette culture de menace permanente. Mais ce n'est pas démocratique. Et de bonne guerre. Pourquoi vous voulez toujours brandir la menace sur la tête des gens? Oh voilà, si Kabila n'est pas là, vous allez dire, on va vous brûler. Mais ce n'est pas démocratique. Quand le maréchal Mobutu est parti, est-ce que tout ce qui était avec le maréchal Mobutu, Tshisekedi en tête, est-ce qu'ils sont partis? Léon Kengoa Dondo, tout ce que vous voyez ici, est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'on les a tués? La plupart des internes sont allés en exil. Non, mais pas la plupart. Tous ils étaient à Kinshasa ici. Et il y a eu la révolution, pardon. Il y a eu des expropriations. Oui, mais Joseph Kabila a rétribué à tout le monde ses affaires. La plupart sont aujourd'hui membres éminents de la majorité présidentielle. Il faut que les gens arrêtent avec cette culture de revanche, cette culture de chasse aux sorcières, des menaces permanentes. Ça ne sert à rien. D'abord, ce n'est pas démocratique. Vous voulez de la démocratie, mais vous menacez les autres. Ok. Alors, le signal de RFI coupé, on ne vous a pas vu vous exprimer. Si, à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai déjeuné avec l'ambassadeur de France il y a à peine quelques jours, avec le président Chilundé et quelques jeunes journalistes à Kinshasa, pour échanger autour non seulement de cette question, mais d'autres questions également. Il faut qu'on explique à la population ce que c'est ces dossiers de RFI. On n'a pas coupé les signaux de RFI parce que RFI est un média qui donne de bonnes informations, etc. Non. Il y a une convention entre la RDC et la France en matière de médias. Cette convention stipule que si on ouvre RFI à Kinshasa, on doit avoir un média congolais qui émet dans la zone, par exemple la région parisienne, sur la bande FM, par exemple. La réciprocité doit fonctionner. Le ministre Mende a fait à plusieurs reprises des missions en France, au niveau du CSA. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, qui doit aussi octroyer des fréquences à la RDC.
La RDC, à un moment donné, a dit il faut qu'on fasse appliquer cette disposition. Une sorte de réciprocité. Réciprocité, tout simplement. Il y a eu même des échanges de courriers entre la RDC et la France. La France a même déjà répondu pour dire, à RFI d'ailleurs en l'occurrence, a déjà répondu que nous avons instruit notre hiérarchie, dans quelques semaines, on va voir de quelle manière on va pouvoir harmoniser tout cela. Nous, quand on a déjeuné, j'ai déjeuné avec l'ambassadeur, on a évoqué encore ces cas, j'ai encore rappelé cela, tout le monde en a parlé. RFI n'est pas concerné par les mesures de fermeture de médias, par exemple. Les médias, ce sont les médias congolais, c'est CTV ou d'autres. Certains ont été déjà ouverts. RFI n'est pas concerné. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle restreindre l'expression. La ligne éditoriale, parfois des RFI, qui est parfois contestable. Moi, j'y ai travaillé, je connais comment ça fonctionne. Ça, c'est autre chose. Il faut laisser les journalistes la liberté de s'exprimer. C'est tout à fait normal. Mais chaque pays a la latitude pour la protection de sa population, de prendre des mesures conservatoires. S'ils ont pris des mesures conservatoires par rapport à RFI, ça c'est un chapitre, mais le chapitre le plus important, c'est la réciprocité. Si vous êtes Congolais et vous ne voulez pas que votre pays soit respecté aussi en termes de réciprocité, c'est un peu dommage. Moi j'ai travaillé à Paris, à Fréquence Paris Pluriel. Regardez sur la bande FM combien de radios. Alors, il y a des chances que ce signal soit rétabli ou pas? Ça peut se rétablir à tout moment lorsqu'il y a... À quelles conditions? Mais je viens de vous dire, RFI même a écrit à Lambert Mende, ministre de tutelle, pour dire nous avons informé notre hiérarchie pour la réciprocité. Moi, j'ai parlé dernièrement et avec un des responsables français qui m'a dit le problème au niveau technique, il faut que la RDC disponibilise le signal au niveau international, satellite par exemple, pour que ce signal soit récupéré et avec une logistique installée à Paris pour, par exemple, diffuser, comme la RTBF, la BBC ou d'autres médias qui diffusent chez nous. Non, la balle est dans le camp de la RDC. Non, la balle est dans les deux camps. Il faut qu'il y ait une notification formelle de la France via RFI, pas la RFI principalement, via le CSA ou le ministère français des Affaires étrangères pour dire la convention a été signée avec elle. Eh bien, désormais, vous avez la possibilité de disponibiliser de telles fréquences, libre à vous de l'utiliser. Idem, au niveau de la RDC, maintenant, on va dire voilà, on a la fréquence, il faut qu'on puisse rouvrir la chaîne pour compenser ce qui nous a été accordé de l'autre côté. Moi, j'ai travaillé en France, Mamina Massengo. Si vous regardez la bande FM, il n'y a aucun média, on va dire à 100% africain, qui diffuse. Mais ici, si vous ouvrez notre bande FM, vous avez la BBC, vous avez RTBF, vous avez RFI, etc. C'est qu'a dit le roi du Maroc, parce que le Maroc vient d'intégrer l'Union africaine. Il faut qu'il y ait quand même la réciprocité. Nos compatriotes qui souvent pensent que RFI dit la vérité, c'est pour ça qu'on bloque RFI. Non. Moi, j'ai plein d'amis dans RFI, plein de gens avec lesquels je suis en contact permanent. Il y a parfois des choses qui sont contestables. Quoi qu'il en soit, RFI est encore capté. Mais je suis président de l'UNPC, je défends d'abord la presse. Mais il faut défendre les bonnes causes. Il faut qu'il y ait beaucoup de passion, parfois inutile. En attendant ce signal en local, on peut écouter RFI sur Canal+. On peut l'écouter via Internet, sur Canal+. Tout à fait. Tous les moyens sont bons. On passe à autre chose, à la Cinco. Comment vous avez traité l'échec de l'aboutissement de l'arrangement particulier? C'était un peu prévisible, Mamina Massengo. Mélange des genres. La Cinco est allée un peu trop loin et parfois même au-delà de ce qui lui a été accordé ou demandé par le chef de l'État qui lui avait accordé la possibilité de rapprocher ce qui était à l'extérieur. C'est-à-dire, suivant l'article 24, je pense, de l'accord du 18 octobre dernier, la Senco, qui était d'ailleurs à l'Union africaine, était partie pour dire qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Et ils sont partis, même assister au conclave qui s'est tenu là-bas. Le chef de l'État les a approchés pour leur dire, écoutez, comme ce sont vos amis, allez leur dire de venir. Ils ont dit, oui, on va leur dire, il n'y a pas de problème, ils vont venir. Première tentative, ils ont échoué. Le chef d'État leur a encore renouvelé la confiance pour qu'ils puissent encore les ramener. Mais quand ils sont venus à ces dialogues, enfin, à ces discussions directes, comme on les a appelées. Il faut les appeler comme ça, c'est pas un deuxième dialogue, c'est discussion directe entre la majorité et le rassemblement. Ils se sont octroyés des missions qui n'étaient pas les leurs. Lesquelles? C'est-à-dire, ils ont épousé le cahier des charges à 100% du rassemblement, avec toutes les revendications, oubliant tout ce qui a été signé et
arrêté de l'autre côté. Autrement dit, tout ce que vous avez vu, qui a été signé parfois sous réserve, pas de référendum, ce qui était anticonstitutionnel, pas de ceci, pas de ceci, pas de ceci, y compris même à écrire dans ce papier que le Premier ministre sera désigné par le Rassemblement, ce qui est totalement anticonstitutionnel. C'est le texte qui a été adopté par tous Non, le soir de la Saint-Sylvestre. Ça a été signé par une partie des gens, parfois certains sous réserve, d'autres ont signé un peu après, etc. Et ils sont même d'ailleurs allés trop loin, jusqu'à vouloir former les gouvernements, les critériums des gens, les partis. Mais tout ceci n'a pas été dans leur prérogative. On a combien d'églises dans notre pays, Mamina Massengo? Combien d'églises? Et j'ai même vu quelque part qu'il aurait fallu même inscrire dans l'accord que la SENCO doit jouer un rôle d'accompagnateur de la transition. Et là-bas, à la majorité, on ne dit pas question. Oui, mais ce n'est pas bien. Au-delà de l'amour, de la passion, moi j'ai échangé avec l'abbé Chollet il n'y a pas longtemps. Moi je les aime bien, nos amis de la SENCO. Mais il ne faut pas à un moment donné qu'on pense que des gens peuvent se réunir quelque part, ils s'octroient tous les droits, ils disent ce qu'ils font. Non, c'est pas comme ça. La plus grande controverse tourne autour du mode de désignation du Premier ministre. Mais c'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. J'ai entendu dire pendant 3 ans, Mamina Massengo, nous sommes pour la défense de la Constitution. La Constitution dit quoi? Article 78. Même ce que vous avez cité tout à l'heure, ce qui a été signé le 31 décembre, dit la désignation du Premier ministre va se faire dans le cadre de l'article 78. Mais qu'on lise ensemble cet article. Ça reconnaît au chef de l'État la latitude de signer l'ordonnance nommant le Premier ministre. Écoutez Olivier Kamitatou, membre éminent du Rassemblement, numéro 2. Écoutez Katebe, frère de Moïse Katumbi. Écoutez Matungulu ou même mon grand frère Kyakwama. Tous disent, mais on ne peut pas ne pas envoyer autant de candidats, c'est de la démocratie. C'est pas moi qui dis tout ceci. Alors, ce sont les membres de l'Assemblée. Ils disent qu'exiger 5 candidats Premier ministre, c'est sujet au débauchage. Voilà pourquoi ils s'en tiennent. C'est pas sujet au débauchage, tout simplement le respect de la Constitution, tout simplement. Vous dites, il faut un état des droits dans notre pays. L'état des droits, c'est aussi cela, Mamina Massengo. Ça veut dire quoi? Vous cherchez, en réalité, je vais vous dire moi la vérité. La vérité est que les gens avaient un autre agenda. L'agenda d'imposer un Premier ministre des blocages et des conflits pour, in fine, créer des situations comme ce qu'on a vu après la conférence nationale souveraine, vous vous rappelez, biffer la mention et tout ça, un double gouvernement, pour pousser, aller à voir la Cour constitutionnelle, voilà, le camp d'en face nous empêche de fonctionner, forfaiture, haute trahison, etc. Tout ceci pour créer la bérésina dans notre pays, pour que ce pays flambe. Parlons et donc, quand je vois des photos les gens de la SENCO à la ferme, etc., ou des choses parfois un peu qui appellent à des analyses un peu fines, ça porte, je veux dire, un peu de discrédit sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on soit honnête avec soi-même. Les évêques sont allés rencontrer un certain nombre de gens. Ils ont vu Etienne Tshisekedi, ils ont vu des gens à la majorité. Pourquoi ils n'iraient pas voir Moïse Katumbi ou Est-ce qu'il était à la ferme, ouais. Est-ce qu'il était à la ferme? Ou son représentant, pourquoi pas? Bon, moi je leur accorde un peu tout cela, mais il faut éviter les collisions. Il faut éviter des suspicions. Alors parlons des couacs ou des incohérences. Les incohérences au niveau... On a également vu qu'ils étaient en train de se répartir les postes au sein du gouvernement, ce qui va à l'encontre également de la Constitution qui dit que c'est le Premier ministre qui forme son gouvernement. Merci beaucoup, Mamina Massengo. C'est bien aussi que vous l'ayez constaté par vous-même. Beaucoup de gens parlaient pendant des ans... Ça veut dire qu'on a péché. Attendez, Mamina Massengo. Beaucoup de gens ont chanté ici, touche pas à ma Constitution. Touche pas à ma Constitution. Il y a même un front. C'est pour ça, Eve Bazaï, là, je lui tire un coup de chapeau. Et elle a dit non, je ne veux pas participer dans cette affaire parce qu'il commence à avoir des répartitions et tout ça. Ce n'est pas du tout constitutionnel. Tout ce qui nous intéresse, c'est aller aux élections. En réalité, on se rend compte maintenant que les gens se sont battus pour les postes. Et regardez les combats autour de postes, même aux intitulés des postes. Parfois, on cherche des postes juteux.
Où est le peuple dans tout ça? Alors j'en viens au fait Où que est la Constitution j'en viens dans au tout ça? fait que s'il faut pécher contre le mode de désignation du Premier ministre, autant pécher également sur le mode de formation du gouvernement. Non, c'est-à-dire que le seul garant de la Constitution, Joseph Kabila, est président grâce et à cause de l'article 70 alinéa 2, déjà édicté, interprété par la Cour constitutionnelle, qui stipule que le chef de l'État actuel reste, en cas de non-organisation des élections, jusqu'au prochain, qui sera élu pour le remplacer. Est-ce qu'on Et y donc, parle qu'il y ait ou pas dialogue, qu'il y ait ou pas dialogue de l'Union africaine, dialogue de la CENCO, ou si vous voulez, une négociation directe, Joseph Kabila continuerait à gérer le pays avec toutes les institutions électives, lisez ce qui a été édicté par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on y parle de pouvoir discrétionnaire en cas de nomination d'un Premier ministre? Bien sûr. Dans la Constitution. Mais lisez l'article... Sans déconner. 78. Lisez l'article 78. Le chef de l'État, lui et lui seul, nomme le Premier ministre sur proposition de la majorité parlementaire, et dans les cas d'espèce, il y a des arrangements. Mais on n'impose pas au chef de l'État un Premier ministre préalablement désigné. C'est pour ça que même dans cet accord, c'était mal écrit. La Constitution ne le dit pas. On devient Premier ministre quand on est nommé. On ne l'est pas avant. On ne l'est pas avant. Il aurait fallu écrire... Voilà pourquoi il tient à proposer un seul nom. Attendez. Il aurait fallu écrire le Premier ministre sera issu du rassemblement. Comme ça a été le cas d'ailleurs après la conférence nationale souveraine, où il était dit que le Premier ministre sera nommé dans la famille autre que celle du chef de l'État, le maréchal Mobutu. Et c'est pour cela qu'Etienne Tshisekedi, Kengo Wadondo et les Birindo ont été nommés à leur époque. Ici, on s'est précipité, nuitamment, le 31 décembre, à signer parfois des textes contradictoires. Mais les mecs de la majorité étaient là aussi. Et heureusement, parfois, qu'ils ont signé sous réserve. La réserve a été levée. Ben, levée ou pas, nous, le peuple, nous constatons que parfois, les gens signent des choses qui sont en contradiction avec la Constitution. Et on a le droit, selon l'article 5 de la Constitution, de garder la légitimité, ou plutôt pas dire l'émanation du pouvoir, la souveraineté, d'aller au référendum pour dire ceci est bon ou n'est pas bon, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord. C'est ça. Et on ne peut pas priver tout un peuple de son droit au référendum. Il suffit que, allez, 1000 personnes signent une pétition, on a notre référendum, c'est là la Constitution. Puisqu'on parlait des candidats Premier ministre, on parle beaucoup de Félix Tshisekedi. On a vu un document qu'on présente comme son curriculum vitae sur les réseaux sociaux, et son camp a démenti et parle d'un montage grossier. Vous avez réagi comment? Écoutez, moi je ne sais pas. S'il y a un vrai, on n'a qu'à publier le vrai. Pourquoi il le publierait? Écoutez, les CV, ce n'est pas un secret. Le parcours de quelqu'un, moi souvent quand je viens dans votre émission, vous me demandez souvent, présentez-vous. Je vous dis un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie, où est-ce que je suis passé, etc. Ce n'est pas mauvais de ne pas avoir un CV lourd, ou je ne sais pas moi, d'avoir une expérience élogieuse. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut tout simplement être soi-même. Il y a des gens qui sont des autodidactes qui sont valables, qui peuvent arriver à faire du bon travail. Moi, je ne suis pas contre les gens qui apprennent sur l'État. Moi, je l'ai reçu, Félix, sur mon plateau des fauteuils blancs. Je l'aime bien. La question n'est pas à ce niveau-là. Les critériums d'un Premier ministre, c'est d'abord une affaire de background, une affaire de culture politique, une affaire d'expertise, une affaire d'équipe, une affaire de beaucoup de choses. George Bush n'était pas un universitaire, donc... Alors, voilà. Votre conviction personnelle, il ferait un bon Premier ministre, Félix Tshisekedi, d'après vous? J'en sais rien. Vous refusez de répondre à la question? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut pour être un bon Premier ministre de la RDC. Il faut d'abord aimer le pays. Non, ça veut dire non. Il faut être sincère. Ça veut dire non dans sa démarche. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces... Vous savez, j'ai vu un papier dernièrement, enfin aujourd'hui même un tweet de Jean-Marc Abound qui dit qu'on n'a pas été à la CENCO pour chercher la primature, mais tout porte à croire que depuis qu'on a dit qu'il y avait la primature en jeu, beaucoup de divisions là-bas, les promos baquets, les pro,
ça montre que c'est un poste qui a toujours intéressé les gens. Sa formation, on n'a peut-être rien à voir. Hein. On a vu des premiers ministres dans ce pays par des diplômes et qui nous ont amenés nulle part. Il faut un minimum, Mamina Massengo, aujourd'hui pour gérer notre pays. Nous avons connu pendant longtemps, parfois, excusez-moi du terme, les gens qui n'avaient rien à voir avec une certaine expertise tâtonnée dans la gestion de la chose publique. Le Congo est ouvert sur le monde. Nous ne sommes plus en 1960 où on avait récupéré des étudiants, commissaires généraux, on les a mis dans des postes, etc. Nous ne sommes pas dans une culture des révolutions où on arrive, on dit on bombarde un sergent qui devient un général, etc. C'est fini tout ça. Il faut qu'on puisse quand même, on a beaucoup de Congolais qui sont formés, il y a beaucoup de Congolais qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise. S'il faut faire des choix dans les partis politiques, il y a aussi des gens vertébrés dans ces partis politiques. Vous savez, moi j'ai causé avec beaucoup de gens de l'IDPS, même des cadres, même des pionniers de l'IDPS, qui ont dit nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes, de notre temps, de nos biens, de notre âme. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'occuper des postes à responsabilité, ça devient une affaire de famille? Vous savez, il y a beaucoup de frustration. Moi je l'ai dit en toute liberté. Il faut qu'au sein des l'IDPS, qu'il y ait aussi parfois des débats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats là-bas, Valentin Il faut qu'il y ait beaucoup de débats. Il faut que les gens... Peter Kazadi lui-même est candidat Premier ministre. Why not? Bruno Tshibala. Why not? Pourquoi Bruno Tshibala? Porte-parole, il y a des gens qui ont sacrifié de leur vie pour ce parti. Et au moment où il faut maintenant redistribuer, la logique devient autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La démocratie, c'est aussi le débat. Il aurait fallu qu'il y ait un débat au sein du Rassemblement, un vrai, au lieu que des gens se désistent comme ça, voilà, G7, non, on n'est pas dedans. Non, c'est pas comme ça. Un débat démocratique, pas commencer à suspendre les Matungulu, les Kokam. Dès que quelqu'un dit quelque chose de contraire, on le suspend. Ils disent qu'ils n'ont pas été suspendus, ils ont... Moi, j'ai vu que Loubaya a remplacé... qui ça, Matungulu, voilà. Si quelqu'un passe suspendu, c'est que son poste est virtuel. Quoi qu'il en soit, ils ont tenu une grosse conférence de presse au cours de laquelle ils ont déclaré qu'ils c'est l'air étaient oignons, moi je ne sais pas de leur absolument, ça fait un fauteuil pour deux. Et ça arrive très souvent dans ce pays. Dédoublement, c'est pas la première fois. Alors, on va parler des élections. Oui. 45 à 50 millions d'électeurs attendus d'ici la fin des opérations de l'inscription des électeurs. On en est à 10 millions. Est-ce que vous y croyez, vous, aux élections d'ici décembre? Moi, je crois au travail qui est fait par la CENI aujourd'hui. La CENI, nonobstant toutes ces gesticulations, Nang a fait un boulot formidable avec toute son équipe. Et d'ailleurs, ils sont plus à 10 millions. Et si on les laisse travailler, ils vont continuer à faire ce travail et je ne pense pas qu'on fera les élections cette année pour multiples raisons. Je vais donner 3. La première, tous les experts, OIF, États-Unis, Union européenne, ils ont déjà publié des rapports pour dire qu'on ne peut organiser les élections qu'en ayant 14 mois minimum. Ça nous ramène au délai de avril-mai l'année prochaine. Ça, c'est de 1. De 2, il nous faut de l'argent. 1,8 milliard. Aujourd'hui, nous savons notre budget ou les liquidités disponibles chez nous. On ne va pas inventer de l'argent, Mamina Massengo, même si on est IDPS à 100%. On ne va pas inventer l'argent. Et je ne connais pas une seule puissance occidentale qui va débourser plus de 1 million de dollars, plutôt, 1 milliard de dollars pour nous donner faire des élections. Ça n'a pas eu lieu en Centrafrique, ça n'a pas eu lieu au Mali, ça n'a pas eu lieu en Libye, ça n'a pas eu lieu en Afghanistan, ça n'aura pas lieu chez nous. Troisièmement, il faut de la logistique. Nous sommes un pays immense. La MONUSCO, je ne sais pas qui, ne donnera pas autant d'appareils pour qu'on couvre l'ensemble du territoire avec des moyens logistiques. Et donc, les gens qui disent, oui, selon l'accord de la CENCO, on va faire les élections en décembre 2017, c'est farfelu. Ce n'est pas sérieux. Il faut quand même qu'on puisse dire la vérité à la population. Ils veulent tout simplement entrer dans les institutions, une fois dedans, et après ils vont dire non, on n'a pas eu le temps, ou parfois quand ils vont créer ce qu'on appelle des conflits, ils vont dire on nous a empêchés de faire les élections, il faut soit créer les troubles, soit il faut allonger la date de la transition. Il faut le dire dès maintenant pour que les gens comprennent. Un autre fait, j'attire l'attention là de mes frères du Kasaï.
Moi, je suis 100% Kasaï. Aujourd'hui, le phénomène Kamwena Sapou, ces gens ont détruit plus de 10 bureaux dans autant de secteurs de la CENI. Ces violences, c'est quoi les causes et les origines? Je vais d'abord vous dire pourquoi. Si on veut être enrôlé chez nous, dans les 10 millions là que vous avez cités tout à l'heure de la CENI, nous on n'est pas compris là-dedans. La CENI risque de stopper ou de retarder les opérations d'enrôlement chez nous. Ça va se faire avec peu de temps, où on va avoir moins d'élus, où on ne va pas être enrôlé suffisamment. La faute sera à qui? Ça ne sera pas au gouvernement, ça ne sera pas à Joseph Kabila, ça sera à nous. Parce que ceux qui sont derrière, là je réponds à votre question, derrière ces phénomènes de Kamwena Sapou, il y a des membres, certains de la majorité présidentielle, d'autres de l'opposition, qui veulent créer là-bas des troubles comme ça a été le cas à l'Est, pour se faire entendre, faire du chantage, etc. Et donc, je prends la population de chez moi à témoin que si demain, on n'aura pas le temps pour enrôler les nôtres, pour qu'on ait suffisamment de sièges, c'est à cause de ces gens-là. De toute façon, les Kasaï n'ont jamais voté majorité présidentielle. On leur avait reproché de n'avoir pas voté Joseph Kabila. N'empêche, mais ils ont le droit de voter qui veulent. Je dis tout simplement le nombre de sièges au Parlement. On n'avait pas suffisamment de députés parce que le corps électoral, les gens enrôlés chez nous n'étaient pas suffisants. Les sièges n'étaient pas suffisants. Lorsqu'il y aura répartition des sièges, en fonction des personnes enrôlées, comme chez nous on casse les bureaux de la CENI, on ne sait pas qu'il y a des conséquences sur les enrôlements et les opérations, ça va porter des problèmes au niveau du vote. Et ça va même retarder. Les gens qui pensent qu'on va faire les élections en 2017, ce sont là les conséquences qui risquent d'être lourdes. Alors, si nous-mêmes, Kasaïens, qui voulons avoir des élections au plus vite, nous incitons les nôtres à aller brûler les bureaux de la CENI, nous ne rendons pas bon service à nous. Nous n'aurons pas des élections dans le temps parce que nous sommes en train d'empêcher que les opérations s'effacent le plus rapidement possible. Alors, que la population soit bien avertie par rapport à ça. Ces violences Kamwena Sapou sont au cœur de séances de travail chez le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari. Les gouverneurs y participent, les députés de ce coin, les chefs locaux également. Et dans une interview, j'ai entendu un député expliquer que c'est plutôt les populations locales qui protestent contre l'installation des groupes miniers sur certains de leurs champs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi certains gouverneurs qui ont installé des faux chefs coutumiers à la place de vrais. Et donc les vrais, les légitimes, revendiquent leur poste, tout simplement leur pouvoir. Il y a aussi certains miniers, comme vous le dites, qui ont été installés dans des coins pour exploiter au profit de certains élus ou de certains responsables ici à Kinshasa ou même dans les provinces. À l'Est, c'était comme ça. Et on connaît les conséquences dans des zones comme ça. Et donc moi je dis ceci. Si nous voulons que la démocratie dans notre pays avance, il faut qu'on évite ces genres d'opérations. Parce que très souvent, c'est pour faire chantage, soit au président de la République, soit au gouvernement. Ou jouer la montre. Ou jouer la montre, retarder la montre volontairement. Comme on le fait à la Cinco. Absolument. Et puis après, on va dire, non, il y a eu mauvaise foi pour ne pas organiser les élections. Mais regardez toutes les conséquences autour de cela. Et regardez qui est derrière qui. Lorsqu'à l'époque, Mamina Masengo, les gens ne voulaient pas du calendrier électoral, ne voulaient pas de la loi électorale, ne voulaient pas de la CENI de Ngoï Mulunda ou de Malumalu. Ils étaient bien à la fois de l'opposition. Mais aujourd'hui, on n'évoque plus ces cas-là. On dit non, il y a eu mauvaise foi dans les chefs du gouvernement pour ne pas organiser les élections. Et j'attire l'attention des gens par rapport à ceci. Et dernier point, j'entends au niveau de la SENCO, oui, il faut qu'on aille aussi s'occuper du CESAC. Il y a un plan B. Il parle d'un plan B. Non, mais le CESAC d'abord, pourquoi ils veulent s'intéresser au CESAC? C'est professionnel, ça nous concerne. Pourquoi on veut régenter la presse? Le comité a fait un mandat depuis l'année dernière, Oui, mais qu'on laisse le renouvellement des mandats du CESAC par les professionnels, c'est pas leur affaire. Et le plan B de la Cinco, d'après vous, c'est quoi? C'est la rue. Le 16 février. C'est la rue. Et je ne pense pas que ils ont annoncé qu'ils vont le faire connaître le 16 février, jour donc de la commémoration de la marche des chrétiens. Oui, mais c'est ça la rue. Mais est-ce que quand on est personne épris de paix, on est pour la rue?
Non. On a terminé, Jean-Marie Kassamba. Une conclusion en 2-3 mots. La conclusion est que je suis fier de participer souvent à cette émission et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je les remercie de leur attention. Je suis un citoyen libre qui s'exprime souvent avec ses tripes. Je respecte mes compatriotes et je respecte leurs convictions. Il faut qu'ils respectent les miennes aussi. Et je pense que la démocratie gagne de cette manière-là. Merci d'être passé dans ce débriefing. Il se termine ici. C'était Jean-Marie Kassamba, confrère journaliste, patron de Télé 50, Radio 50, Espace 50, président de l'UNPC ville de Kinshasa. L'UNPC fait un mandat également. Hein? Non, pas fait mandat, nous sommes mi-mandat. Je ne suis qu'à 2 ans et demi, on est pour 4 ans. D'ailleurs, renouvelable une fois. On a encore un mandat à conquérir auprès des professionnels. Ah, autant pour moi. Merci. Vous serez candidat cette fois à UNPC RDC. Non. Ah, il ne faut pas faire offense à mon président qui fait du bon travail. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, demain, 7h15, la rediffusion.